moi font des cerises. J'aime que la vie virevolte autour de moi. 5 et 5 font 6, j'arrange les choses à ma guise. C'est plus gai comme ça, venez rire avec moi. Est-ce que vous la connaissez? Non. Non? Personne? Sérieusement? Ouais, c'est Fifi Brin d'Acier. C'est Fifi, ouais. C'est Pippi Langstrumpf, de son vrai nom. Fifi, elle est sortie de l'imagination de Astrid Lindgren en 1945. Elle l'a inventée pour réconforter sa petite fille qui était malade. Moi, je crois que Astrid Lindgren, elle a aussi un peu inventé pour moi et pour toutes les autres petites filles qui ont été bien sages enfants et qui ont appris à jouer sans se salir. Fifi, elle sait faire un paquet de trucs que j'aimerais pouvoir faire. Fifi, elle s'est porter son cheval comme ça. Elle est hyper forte, Fifi. Sur un seul bras. Fifi, elle est libre, parce que Fifi, elle s'en fiche de ce que pensent les autres. Elle dit tout ce qu'elle pense et elle pense tout ce qu'elle veut. Plus tard, elle sera à la fois une grande dame et un pirate. Christine Aventin, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Feminist Punk, qui analyse un peu Fifi, pour elle, elle dit que Fifi, l'imagination est un mensonge qui crée de la vérité. L'imagination est un mensonge qui crée de la vérité. C'est beau. Alors Fifi a un côté un peu punk. Hein. Alors punk, c'est les initiales de People Under No King, les gens sans roi. Et ben Fifi, elle s'en fout des normes en fait. Et Fifi, elle a grandi toute seule, dans une grande maison. Son papa, il était toujours en mer, il était pirate, et sa maman, c'était un ange. Et du coup, Fifi, elle n'avait aucune contrainte, elle allait se coucher quand elle voulait, et voilà. Moi, j'aurais bien aimé être Fifi, mais je ne suis pas Fifi. Bonsoir, mesdames et messieurs, je suis Donatienne Hermès. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Pippi Langstrumpf, ça veut dire Fifi longue chaussette, à la base. Alors moi, j'ai grandi, au contraire de Fifi, moi j'ai grandi entourée de plein de monde. J'ai grandi entourée de mes parents et de mes 5 frères et sœurs. Et de toute la meute de la Placette. La Placette, c'est un habitat groupé que mes parents ont construit. Ils l'ont construit, ils étaient une vingtaine d'adultes et on était une quarantaine d'enfants. Alors nous là-bas, on n'avait pas la télé, mais on avait un petit coin du jardin, le terrain Robinson, qui nous était dédié, rien qu'à nous, à l'abri du regard des adultes. Et là, nous, on a vécu plein d'aventures. Moi, j'ai adoré grandir à la Placette. C'était magnifique, c'était même magique. Et alors, quand je suis sortie de la Placette, parce que moi, la Placette, c'est en périphérie de la ville de Bruxelles, et que j'ai découvert la ville de Bruxelles, je crois que j'ai pris ma première claque. Parce que je me suis rendu compte que le monde, il n'était pas aussi beau, aussi joyeux, aussi facile et simple que ce que j'avais pu vivre jusque-là. Mais je pense qu'à ce moment-là aussi, il y a une petite graine d'utopie qui est née en moi, qui m'aide encore aujourd'hui à croire que la solidarité, ouais, c'est possible, et ça peut marcher. Alors, des claques dans ma vie, moi j'en ai pris quelques-unes, comme vous tous, j'imagine. Et la dernière en date, elle explique un peu pourquoi je suis là, et je vais vous la raconter. Alors, dans le cadre de mon boulot, je vous en parlerai plus tard de mon boulot, mais dans le cadre de mon boulot, j'ai été invitée comme experte pour une réunion autour des personnes allaient présenter 40 mesures pour répondre aux enjeux climatiques et aux enjeux sociaux liés au logement. Parce qu'avec la rénovation des logements, etc., les enjeux climatiques, en fait, c'est vrai qu'il y a quand même des enjeux sociaux à prendre en considération. Et moi, je suis assez contente d'être invitée à cette réunion parce que ça m'inquiète vachement, tous ces enjeux-là, en fait. Et donc, j'arrive dans une grande salle. Une belle salle, je ne la connaissais pas, celle-là. C'est des fauteuils en cuir et tout. On a tous une petite bouteille d'eau devant nous. Donc, on reste pas en plastique, hein. Et puis on est là, moi je connais, on est une 70aine de travailleurs. Je connais la plupart parce qu'en fait sur le terrain on se connaît tous quoi. Et puis il y a 5 experts qui sont devant nous comme ça, chacun dans une thématique différente et qui viennent parler de leur thématique. Alors la réunion commence, c'est hyper intéressant. Franchement c'est cool, ils ont bien bossé quoi, il y a plein de choses à dire. Moi je gratte pas mal de trucs parce que les conditions à Bruxelles c'est particulier quand même. Parce qu'en Belgique, on a 3 régions. Il y a la région flamande, il y a la région wallonne et il y a la région bruxelloise.
et ben, le contexte n'est pas pareil. Du coup, il y a quand même pas mal de trucs à dire par rapport à la région bruxelloise, donc je note. Après une demi-heure de réunion, il y a un gars qui rentre, en plus il rentre par la porte de devant. Le gars, tout le monde le voit, il fait du bruit, on le voit rentrer, etc. Et il dénote un peu dans le public. On voit que le gars, moi je ne l'ai jamais vu en tout cas dans les réunions, etc. Et c'est vrai que lui il n'a pas de casque à vélo, quoi. C'est pas un travailleur de terrain, je ne le vois pas souvent. Et donc, voilà, la réunion continue. Moi je me dis que merde, il va falloir causer, quoi. Parce que moi dans ces conditions-là, je ne suis pas toujours à l'aise de prendre la parole. Il faut parler dans un micro et tout ça, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui fait la traduction pour que tout le monde comprenne, parce qu'à Bruxelles, c'est aussi une ville qui est bilingue, hein, on parle néerlandais aussi. Et voilà, je préfère pas prendre la parole, mais bon, je note. Quand les présentations sont finies, un peu plus loin sur ma droite, il y a quelqu'un qui prend la parole. Et elle dit tout ce que j'avais sur mon papier. Moi, ça m'arrange, je suis rassurée. Je suis rassurée pour deux choses, parce que je vais pas devoir parler, et puis ça veut dire qu'à Bruxelles, en fait, on est raccord, quoi. On a la même pensée, on a les mêmes remarques à faire, et donc ça veut dire qu'on se comprend et on est d'accord. C'est déjà bien, quoi. Et puis, il y a le gars qui est rentré plus tard, Francky, qui demande la parole. Je sais son nom parce que j'ai été lui parler après, quand on mangeait des petits sandwichs, parce que dans ces réunions-là, après, il y a toujours des petits sandwichs. Et du coup, Francky, lui, il prend la parole. Je me dis, il est courageux, le gars. Francky, pour prendre la parole, il se lève et il se retourne vers nous, les travailleurs. Et il nous dit ça. J'arrive ici et qu'est-ce que je vois? Je vous vois en train de faire du bla bla bla. Non mais moi j'ai déjà pas de thunes dans ma vie de merde, je suis obligée de me prendre la pluie là pendant une heure parce que je sais même pas payer le métro pour venir jusqu'ici. Et quand j'arrive ici, qu'est-ce que je vois? Vous êtes tous là à faire du bla bla bla. Et quand moi j'ai des problèmes dans ma vie de merde, vous êtes où vous tous? Il y a un grand silence qui suit l'intervention de Francky. Et puis, les discussions reprennent. Comme si Francky n'avait pas parlé. Alors moi, à ce moment-là, il y a une grande vague qui me ramène 2 ans en arrière. Dans une période de ma vie où je remettais pas mal de trucs en question. Dans une perte de sens assez forte par rapport à mon boulot. J'ai vécu ce qu'on appelle un burn-out. Et là, je regarde autour de moi, je me rends compte qu'il y a une question qui est restée sans réponse par rapport à cette période-là. Et je regarde autour de moi et je vois tous ces gens qui font un travail super sur le terrain, avec qui on a des visions communes, avec qui on pourrait vraiment faire bouger les choses. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'on est tous là, le cul sur une chaise? Qu'on doit lire des programmes, qu'on doit écrire des recommandations, qu'on doit être là à des réunions pour taper du poing sur la table, pour dire que les choses doivent être autrement. Comment ça se fait qu'on doit passer autant de temps pour s'assurer que les politiques mises en place, elles vont servir Francky et qu'elles ne vont pas l'enfoncer encore plus dans sa vie de merde? Alors ce que j'ai découvert, c'est que les politiques, en termes de climat, elles sont classistes. Alors pour être sûr par rapport au mot, parce que pour moi c'est un nouveau mot, alors je vais vous partager la définition pour être sûr qu'on parle de la même chose. Alors le classisme, au-delà de la discrimination et du mépris de classe, c'est une politique de classe sociale dominante à leur profit et production d'inégalités économiques et sociales. L'idéologie classiste, elle conduit la classe dominante à exercer son pouvoir, sa domination et son mépris également à l'égard de la classe dominée. Et c'est ça que je suis venue vous raconter ce soir, c'est les différentes anecdotes de mon parcours professionnel qui m'ont montré en fait que ces politiques, elles sont classistes. Et comme je suis plutôt sage et obéissante, j'ai invité avec moi Fifi. Alors, je vous préviens les gars, il va falloir y aller à reculons, parce que comme ça, on a toujours en vue le passé, on voit le présent qui se transforme et on garde là dans la tête le futur dont on rêve. Ben ouais, parce qu'il faut continuer à rêver les gars. Et moi, quand je pars en balade, je reviens toujours à reculons. Comme ça, c'est pratique, je dois pas faire demi-tour. Bah ouais. C'est comme ça que j'ai rencontré Tommy et Annika. Tommy et Annika, c'est mes copains. Je les appelle les petits enfants à carreaux, parce qu'ils sont vraiment comme il faut, quoi. Et du coup, la première fois qu'ils me voient, je suis en train de marcher à reculons, ça se passe comme ça.
Tommy. Bah, Annika, Fifi, pourquoi tu marches à reculons? Bah, on est dans un pays libre, non? J'ai le droit de marcher comme je veux. Et puis je peux vous dire, moi, j'ai fait le tour du monde à reculons. Et j'ai vu des trucs bien plus bizarres que ça. J'ai même vu un pays où les gens, ils marchent sur leurs mains. Alors là, Annika, elle résiste pas. Jusque-là, elle n'avait pas parlé, parce qu'elle a toujours peur de parler, Annika. Mais là, elle résiste pas. Oh, Fifi, c'est vilain de mentir, hein. Ouais, je sais, mais parfois j'oublie. Bon, bah donc je vais devoir vous... Enfin, vu que je vais parler des trucs découverts dans le cadre de mon métier, du coup, je vais devoir vous parler de mon métier. Alors ça tombe bien qu'on ait 1h30 parce que... en fait, mon métier, je l'ai construit au fur et à mesure des expériences et j'ai toujours l'impression qu'il faut que je raconte le tout pour qu'on comprenne ce que je suis en train de faire, quoi. Donc voilà, je vais vous raconter. Alors, juste pour le titre, aujourd'hui, j'accompagne des ménages pour un bon usage de leur logement à haute performance énergétique à caractère social. Tout ça dans le but de faire des économies d'énergie et de vivre le plus confortablement possible. Voilà. Bon, en créant cette conférence gesticulée, moi j'ai réalisé un truc essentiel, c'est qu'en fait, je fais du travail social. Et c'est comme ça que... Et c'est comme ça que j'ai envie de me définir aujourd'hui. Donc voilà, vous êtes prêts? C'est parti, on y va? Alors, comment j'en suis arrivée à faire ça? En fait, après avoir étudié la géographie, j'ai été prof de géo pendant 2 ans, plusieurs intérims. Et puis, ça ne me convenait pas. J'avais en fait envie de changer le monde, comme vous. Hein. Enfin, je pense qu'on passe tous par là. Et je pensais que j'en étais capable. Et j'avais vu une formation qui s'appelait éco-conseillère. Et le sous-titre, c'était accompagnatrice de changement. Ça claquait, quoi. Il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse, je sentais qu'il y avait un truc. Donc j'ai fait cette formation. Et dans le cadre de cette formation, on a eu plein de cours en lien avec le développement durable, l'alimentation, la mobilité, la construction, plein de trucs. Et aussi des cours de communication. La communication non violente, pour accompagner les changements. Alors du coup, moi, c'est vrai que j'ai déjà appris pas mal de trucs. Et notamment, c'est là que j'ai découvert la maison de quartier Bonnevie. C'est le lieu où je travaille toujours. On l'appelle Bonnevie, quoi. C'est sympa comme nom. C'est dans la rue Bonnevie. Et je me rappelle parce qu'on est parti du coup en excursion à Molenbeek. Molenbeek, c'est une commune populaire de Bruxelles. Et en fait, moi, j'avais jamais été à Molenbeek jusque-là. Et j'ai découvert le quartier, je me rappelle, c'était un jeudi, et c'était jour de marché. Alors le jour de marché à Molenbeek, t'as l'impression de voyager, quoi. Il y a des couleurs, des odeurs, des sons. Enfin, moi, tout de suite, j'ai adoré découvrir Molenbeek. Et puis, on a vu la maison de quartier Bonnevie. Alors là, j'ai découvert aussi des travailleurs incroyables. En fait, la maison de quartier Bonnevie, elle est née dans les années 70, en 1976 exactement, quand il y a eu la construction du métro à Bruxelles. Parce qu'en fait, quand ils ont construit le métro, en fait, ici c'est le canal à Bruxelles, là on a Molenbeek, là on a le centre-ville. Alors au centre-ville, toutes les maisons sont là, il n'y a pas de problème. Ils ont bien creusé profond pour que le métro puisse aller bien bas. Et puis dès qu'on passe le canal, vous voyez qu'il y a une grande allée vide comme ça. Et en fait là, c'est toutes les maisons qui ont été démolies pour qu'on puisse construire le métro. Ça coûtait moins cher de démolir les maisons et de demander aux gens de partir de chez eux, quoi. Et donc à Bonnevie, c'est des personnes qui ont été militants pour essayer de trouver des solutions pour les gens, pour se défendre, pour aussi faire en sorte que toutes ces friches là laissées avec le chantier, ce soient des endroits conviviaux. On a fait un parc devant la maison de quartier Bonnevie, il y a un parc qui a été fait avec les habitants. Enfin voilà, c'est un lieu hyper inspirant. Et la maison de quartier Bonnevie, depuis ce moment-là, leur mission principale, c'est d'agir pour l'habitat. On dit toujours l'habitat avec un grand H, parce qu'il y a le logement puis il y a le cadre de vie. Mais on ne peut pas agir sur l'habitat si on n'agit pas sur le logement. Parce que le logement, c'est vraiment la base, quoi. Pour exister, sans logement, c'est difficile d'exister et de vivre dans les autres sphères de la vie, quoi. Et donc, je vous fais les logements à Bruxelles, je vous fais une petite histoire, un petit état des lieux du logement. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à voir la conférence de Sarah Delatte qui parle beaucoup plus en profondeur de tout ça. Mais il faut quand même que je vous mette le contexte. Donc à Bruxelles, il y a 60% de locataires. Et il y a
52 000 ménages qui sont sur la liste d'attente pour obtenir un logement social. 52 000 ménages pour obtenir un logement social. Et des logements sociaux, ben, il n'y en a que 8%. Donc en fait, à Bruxelles, il n'y a pas de pénurie de logements, hein. C'est une pénurie de logements abordables et décents. Parce que des logements, il y en a. Mais alors il y a les logements sociaux, ça c'est les 8%, puis il y a les gens qui attendent, et puis après il y a les logements qui sont voués aux lois du marché, qui appartiennent à des propriétaires et qui les louent et qui peuvent augmenter leur loyer comme ils veulent. Et les loyers, ils n'ont de cesse que d'augmenter. En fait, cette situation, elle est en train de s'aggraver depuis des années, des années et des années. Et pour obtenir un logement social, il faut être un peu patient quand même, hein, parce qu'il faut attendre minimum 12 ans. Puis ça va jusqu'à 19 ans. Donc la situation à Bruxelles pour le logement, se loger, ça devient presque un luxe, quoi. En tout cas, être propriétaire, c'est clairement un luxe. Et donc c'est dans ce contexte-là que mes collègues de la maison de quartier Bonnevie, en 2010, c'est ça le projet qu'on allait voir avec les éco-conseillers, là, mes collègues de la formation, ils ont créé le projet Espoir. Un projet de dingue, hein. Franchement, je crois que c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Parce que ce projet-là, ils ont réuni des familles autour de la table en 2005, des familles qui n'avaient pas de solution de logement, principalement des femmes monoparentales avec beaucoup d'enfants. Et comme il n'y avait pas de solution pour elles, ils leur ont dit « Allez les gars, on va les construire ensemble les logements. On va trouver une solution ensemble. » Et de fil en aiguille, ils ont trouvé des solutions pour pouvoir construire des logements. Et 14 familles sont devenues propriétaires de leurs logements. 14 familles, quoi. Moi, j'ai été les visiter quand on avait été avec la famille, les collègues, là, éco-conseillers, on a été visiter le projet Espoir. Et ils ont raconté, les habitants, comment ils avaient construit ce projet. Et là, moi, je suis tombée amoureuse du projet. J'ai dit, les gars, s'il vous plaît, prenez-moi, je dois faire un stage de 6 mois. Prenez-moi, je vais être actrice de changement. Je vais faire ce qu'il faut. Et ben, ce que je vous avais pas dit, c'est que ces logements, en fait, ils étaient aussi passifs. Parce que les gens, ils savaient très bien ils avaient tous eu des problèmes d'énergie, de factures d'énergie, etc. Et une des choses qu'ils avaient décidé dans leur projet, c'était que ce soit des logements qui consomment peu d'énergie. Et donc, ils ont choisi de construire passif. Passif, c'est des logements qui consomment, en théorie, 15 kWh par mètre carré par an, pour se chauffer. La moyenne bruxelloise, elle est à 300, comme ça vous avez une idée. 300 kWh par mètre carré par an. Et chez eux, c'est 15 kWh par mètre carré par an. Du coup, moi, l'objet de mon stage, ça a été de m'assurer que les familles, elles consomment effectivement 15 kWh par mètre carré par an, comme c'était convenu, parce que c'est grâce à ça qu'elles ont pu prendre un emprunt, qu'elles ont pu faire un emprunt à la banque. Grâce à ça, elles ont pu prendre un emprunt qui leur permettait de rembourser chaque mois leur logement, et il fallait que ces factures soient basses, quoi, ces factures d'énergie. Et du coup, voilà, c'est comme ça que commence ma vie, moi, à Bonnevie. Alors, moi, j'y connaissais rien en passif. Hein. Donc, j'ai commencé à bouquiner, à lire des trucs et à imaginer comment j'allais accompagner les gens dans leur changement. Donc, j'avais vraiment, voilà, j'ai préparé le truc et j'ai créé un ordre du jour. Je me rappelle de la première rencontre avec l'Espoir. D'abord, je leur avais envoyé un courrier à chacun. Puis ma collègue m'a dit appelle-les quand même aussi la veille. Donc, je les ai tous appelés pour leur rappeler notre rencontre. Et puis, le jour même, j'arrive là-bas. J'ai créé un ordre du jour que j'ai dans ma poche, que je relis de temps en temps pour me rassurer, pour bien faire les choses, parce que je fais bien les choses. Et puis, on fait la réunion dans un des logements qui est resté vide, parce qu'il y a un des logements qui n'est pas encore habité. Et du coup, je suis là, j'installe les biscuits, j'installe les jus, j'attends. Je suis un peu stressée quand même, mais je suis contente. Comme aujourd'hui. Et puis, il est 17h, il n'y a toujours personne. C'était à 17h, donc je me dis, ils vont arriver. À 17h15, il y a Joséphine qui arrive. Et elle me dit, mais Donna, mais t'es là, mais attends, mais viens, il faut aller sonner. Si tu ne me dis pas que t'es là, hop, elle me prend par la main. Et on va sonner à toutes les portes. Alors le bâtiment Espoir, je ne l'ai pas dit, mais c'est un bâtiment coloré comme ça. En fait, c'est chaque fois des duplex les uns au-dessus des autres, et chacun a une couleur différente. C'est super beau. Et je vois ce bâtiment multicolore qui commence à bouger, et je vois des familles qui commencent à grouiller des enfants, des mamans, avec du thé, avec des beignets, des biscuits. Je me dis, ils font quoi? Ils vont à un mariage ou quoi? Non, en fait, ils viennent à marrainer. Du coup, moi je suis voilà quoi, ils arrivent tous là, on est plein, et ça papote, et ça papote, et ça papote énergie, ça papote de tout ce qu'ils ont rencontré depuis qu'ils habitent là, des difficultés, de ce qui marche, de ce qui est chouette, etc.
Et moi, parfois, je me fais sortir mon ordre du jour, quoi, parce que j'avais prévu quelque chose. Mais bon, derrière mes petites lunettes de bourgeoise intellectuelle, je dois bien me dire qu'en fait, ça marche très bien comme ça. Donc, je profite du moment. Et je profite vraiment de ce moment parce que c'était une super soirée, quoi. J'ai appris plein de trucs, puis ils m'ont partagé des trucs, puis entre eux, j'entendais que c'était super qu'ils puissent partager sur leur logement. Alors, je leur dis quand même que je fais un stage, que je vais quand même devoir servir quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Et on choisit d'analyser ensemble 3 trucs, de se voir une fois par mois et de prendre en compte 3 trucs. De prendre en compte leur consommation d'énergie, parce que c'est important. Et du coup, il y a un groupe de jeunes là, qui dit « Ok, nous, on va faire le relevé des compteurs tous les mois et comme ça, on va les analyser. » Ok. Le deuxième truc, c'est leur confort. Le confort thermique, pour voir par rapport à la chaleur, comment ils sentent. Le confort acoustique, parce que j'entends qu'il y en a qui se plaignent des bruits, etc. Et le confort au niveau de la qualité de l'air. Et le troisième truc qu'on analyse, c'est le mode d'emploi de l'architecte. Donc, parce que là, c'était super. L'architecte, il a fait un mode d'emploi, parce qu'il y a beaucoup de logements où il n'y en a pas. Donc déjà, ça, c'était un super pas en avant de la part de l'architecte. Mais après, ce mode d'emploi, à la lecture, même moi, je veux dire, c'était pas easy à lire, quoi. C'était pas très compréhensible. Donc on s'est dit, on va le décortiquer ensemble, chapitre par chapitre, et on va se l'approprier. Et pour ça, on invitait parfois l'architecte, on invitait l'installateur du système de ventilation, on invitait les experts pour qu'ils viennent nous expliquer. Et puis il y a une graphiste qui est venue aussi pour faire un carnet adapté, quoi, qui leur parle, etc., pour illustrer les choses. Et ouais, moi j'ai appris plein de trucs avec les habitants de l'Espoir. J'ai vraiment appris plein de trucs. J'ai appris déjà qu'est-ce que c'était qu'un logement passif, parce que je vous ai parlé de la théorie des kilowattheures, mais concrètement, un logement passif, c'est un bâtiment qui est hyper bien isolé, qui est étanche aussi, donc on a une boîte super opaque, super étanche, et du coup, on met dedans un système de ventilation. En fait, c'est une boîte qui va amener l'air extérieur via des tuyaux, qui va être filtré, parce qu'il y a des filtres dans le système de ventilation, et puis l'air, elle va ressortir et être pulsé dans les pièces de vie et dans le salon. Et puis l'air vicié, donc l'air de la cuisine, de la toilette, de la salle de bain, il est pris dans les pièces que je viens de vous dire. Il passe dans la machine, il donne sa chaleur pour que l'air qui rentre dans les pièces ne soit pas froid, et puis il ressort vers l'extérieur. Et ça s'appelle le système de ventilation mécanique contrôlé. Nous, on l'appelle le VMC. Les habitants de l'Espoir, ils disent que c'est le poumon de leur maison. Et ce que j'ai réalisé avec l'Espoir, c'est qu'en fait, ce truc-là, sans ça, le logement, il ne fonctionne pas, en fait. Parce qu'on a remarqué que parfois, quand il était éteint ou qu'il était défectueux ou quoi, on voyait tout de suite de l'humidité apparaître dans le logement, on voyait que ça posait des problèmes aussi de qualité de l'air, etc. Et donc voilà, en tout cas, ces logements-là, ils dépendent de cette technologie. J'ai appris aussi avec l'Espoir que le confort thermique dans ce genre de logement, en fait, c'est pas pareil. Parce que quand on rentre dedans, la température, elle est identique partout. On n'a plus un radiateur près duquel on peut aller se réchauffer ou quoi. Du coup, c'est une sensation différente. Et le premier hiver, les habitants, ils avaient froid. Le deuxième, un peu moins. Et le troisième, ils avaient plus froid. Et donc, ils ont dit aussi, mais notre corps, il s'est adapté, en fait. Et ça montre aussi comme quoi la relation au confort, en fait, ça peut évoluer. J'ai appris aussi que le confort acoustique, en fait, dans ces logements-là, c'est tellement bien isolé qu'on entend le petit bruit du frigo, le petit bruit de l'appareil de Thierry, là. Oui. On l'entend beaucoup plus parce qu'on n'entend plus les bruits de la ville, quoi. Et donc, du coup, au début, ça les gênait, puis d'en parler et de se rendre compte de ça, en fait, ça a permis de se poser et que ce soit moins un problème. Alors, j'ai appris aussi avec l'Espoir que, ils le disent tout le temps, hein, ils sont devenus propriétaires, mais ils ne sont pas devenus riches pour autant. Et les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, souvent, ils sont hyper bricoleurs. Ou alors, ils ont des copains bricoleurs, quoi. Et du coup, quelquefois, ils ont fait venir des copains bricoleurs pour réparer des châssis triple vitrage, des trucs comme ça. Et ça a posé des problèmes, quoi. Parce qu'en fait, dans ces logements-là, il faut rappeler les techniciens qui ont installé les techniques. C'est tellement technique qu'on ne peut plus faire appel à son pote du coin, qui est le petit artisan, qui sait peut-être bricoler ou quoi. Non, là, c'est plus possible, quoi. Donc, voilà. J'ai appris tout ça avec les habitants de l'Espoir. Alors, un jour, on a invité à l'inauguration du premier bâtiment passif de la commune de Molenbeek. C'était en 2012. En fait, il faut savoir qu'à Bruxelles, on est pionnier par rapport au passif. Parce que depuis 2012, toute nouvelle construction publique doit être passive.
Ce qui veut dire qu'il y a pas mal de logements sociaux qui sont arrivés passifs, mais il y a aussi eu plein d'autres trucs. Il y a eu des bibliothèques, des crèches, des écoles. Et alors il y a même l'administration bruxelloise de l'environnement. Donc c'est le lieu où ils mettent en œuvre toutes les politiques en matière d'environnement et d'énergie. Ah ben, c'est un bâtiment exemplaire. C'est comme ça qu'on appelle ça à la base. C'était un label qui se mettait. C'est un bâtiment exemplaire. Bruxelles Environnement, il a une forme de, je vous le dis parce qu'il me fait marrer, il a la forme d'un gros grille-pain comme ça. C'est un gros grille-pain noir et il y a 1300 travailleurs qui travaillent dedans. Enfin, en théorie, parce qu'en réalité, ils sont beaucoup en télétravail parce qu'ils trouvent que c'est pas très confortable. Mais ouais. Donc, il y a cette imposition du passif. Le gars qui a lancé ce truc-là, ah bah, j'ai vu la vidéo où il explique ça récemment et il explique à quel point il est fier d'avoir trouvé ça par hasard, quoi. Il dit, moi j'y connaissais rien en passif, mais voilà, j'ai essayé, ça a marché. Et du coup, il a discuté avec les gens de Bruxelles Environnement, finalement ils ont mis l'imposition et c'est très bien. Et en fait, on sent en sous-titre qu'en fait, lui, il s'est fait plein de fric avec ça. Mais bon, il a quand même lancé le passif. Et alors ce qu'il dit, c'est qu'à Bruxelles, c'est extraordinaire. On a Stromae, on a le chocolat et on a le passif. Donc, ouais. Donc, depuis 2012, il y a plein de logements. Du coup, il y a eu pas mal de logements qui sont arrivés dans la commune de Molenbeek. Et on est invité au premier. Alors, moi, j'y vais avec les habitants de l'Espoir parce que je fais tout avec eux. Et on arrive à l'inauguration. Il y a les élus qui sont là. Il y a les travailleurs communaux qui sont là, qui vont devoir gérer le logement après. Et puis, il y a quelques travailleurs de terrain de Molenbeek qui sont là aussi. Grand moment, il coupe le ruban blanc. Et puis, la visite commence. Lors de la visite, l'architecte nous montre. Vous voyez ici, ce qui est vraiment bien, ce à quoi j'ai vraiment fait attention, c'est que, mais en fait, on ne voit rien. On ne voit pas que c'est un logement passif. Ça ne se voit pas. Vous avez vu, on a fait en sorte que toutes les techniques soient cachées, etc. Ici, on n'a même pas mis de thermostat, on a fait en sorte que la température, elle soit réglée sur 21 degrés tout le temps. Comme ça, on est sûr que les habitants ne vont pas dérégler les choses, que tout va bien se passer et qu'ils ne vont pas les chipoter aux techniques, etc. Comme ça, on est sûr que ça va marcher. Moi, j'assiste à ça. Bah, moi, depuis où je suis, j'ai vu que les habitants de l'Espoir, ils avaient très bien compris comment ça marchait, hein, que ça posait aucun problème. Mais enfin, Donna! Mais tu vois pas là ce qui se passe? Mais ça, c'est du classisme, Donna. Mais ouais, parce que le mec, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit en fait que les gens, parce qu'ils sont pauvres, ils vont pas savoir utiliser ces logements. Non, mais tu te rends compte? Non, mais c'est complètement fou, mais dis quelque chose! Mais reste pas là! Bah ouais, moi je vois bien que les gens de l'Espoir, ils réagissent pas. C'est comme s'ils avaient l'habitude d'entendre ce genre de trucs. Bon, on continue la visite. Après, pendant la visite, il y a un truc super qui se passe. C'est qu'au final, c'est les habitants de l'Espoir qui expliquent aux travailleurs communaux comment ça marche. Parce qu'eux, ils savent. Et ils savent qu'il faut savoir. Puis ils se rendent bien compte qu'ils vont devoir les gérer après ces logements. Et donc, ils leur expliquent au fur et à mesure de la visite. Ils expliquent tout, quoi. Moi, je savoure ce moment. Et puis, il y a Madame Pindi, une des habitantes de l'Espoir, qui vient me trouver. Et elle me dit, mais Donna, mais qui va leur expliquer à eux, aux gens qui vont rentrer dans ces logements-là, qui va leur expliquer comment ça marche? Parce que même si on ne voit rien, il faut qu'ils sachent comment ça marche. Madame Pindi, elle me dit ça parce qu'elle a conscience du truc, quoi. Alors moi, je dis, bah, je sais pas, on va demander. Du coup, à ce moment-là, on va demander et on se rend compte qu'il n'y a rien qui est prévu. Alors je dis, mais t'as envie, toi, de leur expliquer? Et là, elle me dit oui. Elle me dit oui, et en fait, ils sont pleins d'espoir à me dire oui. Ils sont pleins à avoir envie d'aller expliquer comment ça marche, parce qu'ils ont bien compris qu'il fallait que les gens comprennent. Alors là, on commence un super projet qu'on a appelé les ambassadeurs du passif, les Ambapa. Et avec eux, on a été racontés dans plein de logements, on a organisé plein de rencontres avec plein d'habitants, et les habitants de l'Espoir, ils allaient expliquer leur expérience, quoi. Ils expliquaient ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, ils expliquaient ouais, leur mauvaise expérience aussi, quoi. C'était des échanges super, quoi. Puis souvent, c'était la première fois que les gens se réunissaient autour de la thématique de leur logement. Donc du coup, ça faisait naître aussi une solidarité entre les gens et tout ça. C'était des beaux moments. Je me rappelle, c'est Rachida, elle commençait toujours comme ça. Elle disait, pour être passif, pour comprendre un logement passif, il ne faut pas être plus intelligent que les autres. Hein. Il faut juste savoir comment ça marche
Et puis pas avoir peur de toucher au bouton. Et puis c'est Mustapha, lui, il disait non mais faites attention quand même, hein, parce que c'est pas parce que vous êtes dans un logement passif que le compteur ne continue pas à tourner. Et Victoria, elle disait toujours, parce que c'est la reine de la débrouille, Victoria. Elle a plein de trucs, elle a inventé plein de trucs, des trucs qui marchaient, des trucs qui marchaient pas, mais bon, elle a essayé. Et elle leur racontait tous les trucs et astuces qu'elle faisait chez elle pour économiser de l'énergie. Et c'était des super moments. Moi, ouais, j'ai adoré travailler ces 5 premières années de ma vie professionnelle là. Je me suis laissée complètement emporter par les habitants de l'espoir. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Mais soudain, je me retourne, ils se reculent, et la foule vient me jeter entre leurs bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés les uns les autres, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner les uns les autres, et nous laisse tous étourdis, épanouis et heureux. Emportés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, tous nos corps restent soudés, nos mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos corps enlacés s'envolent et nous laissent tous étourdis, épanouis et heureux. Tadam, 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 tadam. Ouais. Ouais, j'ai adoré toute cette période-là parce que je ne vous raconte pas, parce que je ne vous ai pas encore raconté, je vais vous le dire. C'est que, en fait, quand on rentrait dans les logements, on voyait qu'il y avait quand même plein de trucs qui ne marchaient pas. Enfin, nous, on faisait notre taf, on expliquait comment, enfin voilà, pour faire un bon usage, etc., ce qu'il fallait faire. Mais les gens, ils étaient locataires. Et donc, du coup, ils rentraient dans ces logements. C'est pas comme l'Espoir qui, eux, ils ont construit leur logement, ils l'ont pensé, ils le comprenaient. Enfin, voilà, ils ont choisi les choses. Et puis après, ils étaient propriétaires, donc c'est eux-mêmes qui géraient. Ici, il y en a d'autres qui devaient gérer leur logement. Et en fait, on a vu qu'il y avait plein de trucs qui marchaient pas trop, quoi. On a vu, par exemple, des logements où les filtres n'étaient pas du tout entretenus et donc l'air pulsé dans les logements, il était noir, quoi. On a vu un logement où ils avaient mis de la pulsion partout et en fait, il n'y avait pas d'extraction. Et du coup, les gens se plaignaient d'un bruit, ils avaient tous un peu mal à la tête, ils avaient une pression de dingue tout le temps parce qu'il y a l'air, il rentrait mais il sortait pas. Et donc, on a vu plusieurs trucs et ça, nous, on les faisait remonter, quoi. On les faisait remonter au gestionnaire. Et puis un jour, on nous demande d'aller présenter le projet Espoir parce que c'était quand même emblématique. À Bruxelles, on en a beaucoup parlé, on en parle encore d'ailleurs. Et on nous demandait toujours de présenter notre méthodologie. Donc, avec Madame Pindi, moi, je prépare la présentation. On nous demande de la présenter en fait devant un public d'architectes, d'entrepreneurs, de constructeurs de bâtiments. Du coup, on se dit, c'est l'occasion d'aller dire toutes ces choses qu'on a pu voir sur le terrain, quoi. Parce que je ne sais pas qui était vraiment au courant de tout ça. Enfin, nous, on le faisait remonter au gestionnaire, mais ceux qui pensent les logements, voilà, ce serait intéressant de... On trouvait que c'était le bon endroit. Et donc, on prépare la réunion avec Madame Pindi. Madame Pindi, il faut quand même que je vous la présente parce que Madame Pindi, moi, j'adore Madame Pindi. Elle n'est plus là aujourd'hui, mais Madame Pindi, elle m'a appris plein de trucs. Madame Pindi, elle a toujours des super beaux boubous colorés et c'est une des sages de l'espoir. Quand elle parle, elle dit une phrase, tout le monde se tait et tout le monde a compris. Donc moi, avec elle, j'apprends plein de trucs et quand je dois les présenter, j'adorais aller avec elle parce que, elle disait tout ce qu'il fallait. Enfin, je veux dire, en tout cas, elle avait vraiment du bagou, quoi. Du coup, avec elle, on prépare. On se rappelle de tout ce qu'on a vu depuis qu'on a commencé. Et on est en 2015, donc ça fait déjà 5 ans. Et on a déjà vu pas mal de trucs. Et donc, on se rappelle de tous les trucs. On rit, on pleure. Parce que franchement, il y a eu des trucs... j'en raconte encore une, après j'arrête. Mais un logement PMR, personne à mobilité réduite, avec des systèmes de ventilation dans les faux plafonds. Et on leur dit, il faut que vous entreteniez vos filtres. Mais la dame n'y arrivera jamais. Bon, donc on note tout ça. On prépare le truc. Et donc on a un super PowerPoint, une salle d'environ 80 personnes, et on raconte. Alors Madame Pindi, à un moment, elle dit ça. Elle dit, il n'y a pas que les habitants
qui doivent bien utiliser leur logement et faire un effort. Il y a aussi les architectes, les entrepreneurs, ceux qui les construisent, ceux qui les pensent, ceux qui les gèrent, qui doivent faire un effort pour que ça marche. C'est clair, non? Enfin, je veux dire, pas beaucoup plus de trucs à dire, quoi. Ça ne demande pas un graphique. Oui, depuis que j'habite à l'Espoir, mes factures d'énergie ont diminué. Mais mes factures pour entretenir mes machines, elles ont augmenté. Dans mon portefeuille, moi, j'ai la même chose. Bah, c'est clair. Donc je trouve qu'on a fait une super présentation à nous deux. Après ça, bah, on va manger des petits sandwichs. Et pendant qu'on est en train de prendre nos sandwichs, il y a un gars, il me tape à l'épaule comme ça. Je me retourne. C'est Monsieur X, un haut responsable dans les politiques environnementales et énergétiques de Bruxelles. Et du coup, il me dit, Madame Hermès, ce que vous faites, c'est très bien. Il faut informer les gens, c'est très bien. Mais bon, il ne faut pas trop s'exciter quand même. Ces gens, ils consommeront toujours moins que dans leur ancien logement. Donc avec tous vos problèmes là... Ben là, je comprends pas, parce que là, je me rends compte en fait que l'enjeu, il n'est pas que énergétique en fait. En fait, tout ce qu'on a dit là, ça n'a pas l'air de l'avoir intéressé. Comment ça se passe vraiment dans les logements? Mais il a l'air de s'en foutre. Mais Donna, mais ça c'est du classisme! Mais ouais, parce que le mec en fait, quand il dit ça, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit que ton projet il est bien, pourquoi? Parce que ça sert à des fins de communication, ça l'intéresse. Mais oui, on s'intéresse aux gens, mais oui. Mais après, comment ça se passe vraiment dedans? Mais il a l'air de s'en foutre, hein? Et est-ce qu'on fait vraiment des économies d'énergie? Il a l'air de s'en foutre, hein? Ah ben ça, tu vois, c'est de l'instrumentalisation. Et ça, c'est du classisme. Alors moi, qu'est-ce que je fais à un mec comme ça? Je le regarde droit dans les yeux. Je lui tire la langue. Je l'attrape par le lobe de l'oreille droite, je le fais tourner 3 fois autour de ma tête et je le lance le plus loin possible. Et je ris de le voir atterrir sur la plus haute boule de l'atomium et de ne pas savoir descendre. Ben non. Non, je me dis qu'il va falloir changer le PowerPoint. Je me dis qu'en fait, ce qu'il veut, le gars, c'est la paix sociale. Ce qu'il veut, c'est que je lui montre que le fait que je sois là, en fait, ils ont beaucoup moins de travail chez les gestionnaires. Parce que depuis que je suis là, les gens, ils se plaignent moins. Les gens, bah, ils sont... Ouais, ça prend moins de travail aux gestionnaires. Ça va être un argument de phare. Donc, je change mon PowerPoint. Et puis, je reçois un mail. Je reçois un mail qui dit... Attention, il y a un bruit qui commence à courir, que Bonnevie serait contre le passif. Bah, je sais pas. Ben ça, on peut pas, en fait. Puis moi, je sais pas, en fait, si je suis contre le passif. Enfin, je suis pour un passif qui fonctionne. Mais je me suis pas vraiment posé la question. Ce qu'on a juste fait, c'est remonter les choses. Et en fait, ils ont commencé à me foutre la trouille. Parce qu'en fait, c'est eux qui subventionnent le projet qu'on est en train de mener. Parce qu'en fait, depuis que moi je suis à Bonnevie, au début, bah, j'étais stagiaire. Ça, je vous ai raconté. 6 mois, ça coûte rien. Après, bah, comme on s'est rendu compte qu'il allait falloir, que c'était pas assez 6 mois, on a fait une demande de subvention pour que je puisse rester et que je puisse continuer à travailler avec les habitants de l'Espoir. Et cette demande de subvention, on l'a fait à Bruxelles Environnement. Et là, ils l'ont accepté pour 1 an, d'accompagner les habitants de l'Espoir. 1 an. Et quand l'année s'est terminée, nous, on avait créé le projet Mbapa, là, vous vous rappelez, le projet qu'on a créé pour aller informer les autres. Et là, on s'est dit, ben, on va nous faire une demande de subvention. Là, on a fait une demande spontanée pour le projet Mbapa. Ils ont accepté pour 1 an. Et puis, quand l'année s'est terminée, ben, on s'est dit, mais les habitants, les logements, ils continuent à sortir, il faut continuer ce projet. Mais là, on avait déjà demandé
2 fois pour un an des projets différents, donc ça n'allait pas. Alors l'association, à ce moment-là, ils se sont dit, en fait, ce projet, il est vachement intéressant. L'association Bonne Vie, elle a décidé d'investir, du coup, de mettre des subsides, des moyens structurels. En Belgique, on dit subsides, hein, mais je fais un effort, hein, je dis subventions. De mettre des subventions structurelles sur mon poste. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'avant, les associations, ça marchait beaucoup plus avec des moyens structurels. Ça veut dire qu'on avait des missions, des visions, et qu'on sondait et on recevait des subventions par rapport à ça. Et puis on sondait sur le terrain pour savoir en fait quels étaient les besoins sur le terrain, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place comme projet. Et ça marchait plus comme ça. Et maintenant, de plus en plus, ben, ça fonctionne avec des appels à projets. Avec des appels à projets dans lesquels... en fait, la différence, c'est que avant c'était plutôt du terrain, puis là, c'est les politiques publiques qui lancent des appels à projets, et donc nous, on doit y répondre. Enfin, on ne doit pas, mais si on veut pouvoir survivre en tant qu'association, il faut pouvoir y répondre. Et dans les appels à projets, du coup, c'est les objectifs des politiques publiques, c'est plus les objectifs des gens d'en bas. Enfin, des gens d'en bas, des gens, quoi, en fait, de nous. Et du coup, ben, comment ça se passe quand on a un projet comme ça dans son sac à dos, et qu'on veut absolument le mettre en place? Eh ben, il faut être hyper vigilant à tous les appels à projets qui sortent. Il faut lire vachement de trucs, parce qu'en fait, en plus de ça, c'est que dès qu'il y a un appel à projet qui sort, il faut sauter dessus et il faut faire rentrer son projet dans les cases pour que ça convienne à ce qu'ils ont demandé, quoi. Et donc, ça fait que parfois, ben, on se tord un peu pour pouvoir répondre à leurs attentes. Mais du coup, parfois, ça fait des trucs où on oublie les objectifs de base, pourquoi on faisait ce qu'on faisait, quoi. Et ça, c'est un truc général dans les associations. Et c'est hyper triste, cette histoire d'appel à projet, parce que ça met même les associations en concurrence parfois. Donc on se retrouve parfois à devoir montrer qu'on est plus fort, qu'on est mieux que notre association, alors qu'on fait tous du travail avec une vision commune, etc. C'est un truc qui nous divise un peu, et c'est vraiment triste, cette histoire d'appel à projet. C'est aussi un truc qui nous incite à rentrer dans du quantitatif. Il faut rentrer des chiffres. Comme si c'était ça qui allait marcher, quoi, qui allait être important, c'est les chiffres. La qualité, on s'en fout, c'est tout ce qu'on va pouvoir mesurer. Et donc on doit faire des projets qui soient mesurables, quantifiables, avec des objectifs très précis, une méthodologie très claire, et voilà. Enfin bon voilà, j'en ai rempli plein moi des appels à projets. On en a quand même réussi quelques-uns. Mais et du coup on a réussi à engager 2 collègues pour travailler avec moi. Et donc voilà. Mais ouais, des appels à projets. Ben, moi, du coup, c'est comme ça que je sais, enfin, c'est grâce au fait d'avoir fait plein de rapports annuels, etc., que je sais que depuis le début, on a accompagné 497 ménages. 497 ménages qui vivent dans des logements à haute performance énergétique. Parce que j'ai dû faire une vingtaine de rapports annuels, environ 13 rapports intermédiaires. On a fait quelques rapports aussi pour des subsides spécifiques. Et puis toutes les demandes écrites, hein, toutes les demandes de subventions, etc. C'est pas mal de temps de travail. Hein. Ça, c'est pas mesuré, ce temps de travail-là. Mais parce que dans la vie, les gars, même dans tous les boulots, on fait pas toujours ce qu'on veut. Ben non. Il n'y a que Fifi qui fait ce qu'elle veut. Et Fifi, elle rigole bien quand elle voit sa copine Annika qui est obligée de manger sa bouillie dégueulasse parce qu'elle est malade. Elle lui dit ça. Maar Annika, jij moet jouw pap eten, hè? Maar anders zal je het later om zo sterk en groot zoals jouw mama te worden. Huh? En Annika, het is heel belangrijk om jouw pap te eten. Denk een beetje, als iedereen denkt zoals jij, wat zal er gebeuren met de paphandel? Allee Annika, eet jouw pap nu. Vous avez compris? Alors ça, c'était du néerlandais. Bon, en fait, Fifi, à la base, elle était écrite en suédois. Et en 1962, ils l'ont traduite en français. Alors, vous savez pas comment ils l'ont appelée? La traduction francophone? Fifi princesse. Scandale, quoi. Fifi princesse. Alors en un coup, elle n'avait plus assez d'un bras pour tenir son cheval, elle en avait besoin de 2. Et puis aussi, ils ont enlevé comme ça tous les passages où elle défie un peu l'autorité. Et donc dans Fifi princesse, ce que je viens de faire là, en fait, ça donne ça. Ma Annika, tu dois manger ta bouillie, Annika, si tu veux devenir grande et forte comme ta maman.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est la même chose? Non. Eh ben, vous avez raison, c'est pas la même chose. Vous voulez la vraie traduction? Ah oui. Mais Annika, mais il faut manger ta bouillie. Tu dois manger ta bouillie si tu veux devenir plus tard grande et forte comme ta maman et pouvoir forcer ta propre fille à manger sa bouillie. Et puis, réfléchis un peu Annika. Si tout le monde commençait à penser comme toi, qu'est-ce qui va se passer avec le commerce des bouillies? Tu vas foutre la pagaille dans le commerce des bouillies Annika. Allez, mange ta bouillie. Ben ouais, faut pas croire tout ce qu'on vous raconte. C'est comme la COP28 en 2023. Ce qu'on nous a raconté, c'est quoi? Le plus grand taux de participation qu'on n'a jamais vu depuis toutes les COP. 80 000 personnes. Ce qu'on ne nous a pas dit, c'est les émissions de gaz à effet de serre du déplacement de 80 000 personnes à Dubaï. Ça, on n'en a pas parlé. Oui, parce que le climat, bon, ça fait quand même un petit temps qu'on en parle. Depuis 1972, en 1972, c'est le premier gros événement, c'est le rapport Meadows, où ils nous disent qu'en fait, on va droit dans le mur. Et qu'il est grand temps qu'on arrête ce qu'on est en train de produire, les humains. Qu'on cesse ça, quoi. Depuis 1972, on le sait que c'est urgent. En 1979, grosse réunion à Genève avec plein de gouvernements pour dire « Ok les gars, il faut qu'on fasse quelque chose ». Okay. Et puis après, il y a eu des rapports de GIEC, je ne vais pas vous citer toutes les COP. En tout cas, une des COP importantes, c'était en 2015, où 196 pays ont signé les accords de Paris. Ils ont signé un truc super important. Ils se sont engagés à ce que la température mondiale ne dépasse pas les plus 1,5 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Ils se sont engagés à ça. Ils l'ont signé, quoi. Après, le chemin pour y arriver, ça ils n'ont pas décidé. Et bon, on dirait pas qu'on va y arriver. Mais... Bon, alors, ouais. Donc, en 2019, il y a aussi eu un truc important, c'était le Green Deal européen. Et là, ils ont aussi signé un truc qui dit que pour 2050, on s'engage à la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est quand... c'est le fait que les émissions de gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère, elles soient en même quantité captées par la planète, quoi. Donc à la base, c'est les océans, c'est les arbres, etc. Sauf que ce que j'entends maintenant, moi je me dis, ce truc-là, ça veut dire qu'on va diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, quoi. Ben, en fait, maintenant, il y a des gens qui sont en train de se dire, mais non, on n'a qu'à juste en capter plus. Ils sont en train de construire des trucs technologiques, etc. pour capter du CO2, quoi. Enfin bon, voilà, moi ça me fait un peu peur tout ça, mais... En tout cas, ça a des conséquences localement, quoi. À Bruxelles, en lien avec ce Green Deal européen, ils ont mis en place la Rénolution. Parce qu'en fait, c'est 55% des émissions de gaz à effet de serre, elles proviennent du chauffage des bâtiments. Et donc, il faut vraiment agir sur le chauffage des bâtiments. Et donc, Bruxelles Environnement, ils ont mis en place la stratégie Rénolution. Alors, je vais vous lire la définition de la stratégie Rénolution, comme ça je suis sûre que vous l'entendez comme moi, hein, et que je ne déforme pas ce qui se dit. Alors, Rénolution, c'est rénover ensemble pour une ville durable. C'est le nom de la stratégie de la région de Bruxelles-Capitale qui veut révolutionner la rénovation du bâti à Bruxelles. Alors, l'objectif, c'est rénover mieux, plus vite et beaucoup plus de bâtiments pour atteindre un niveau moyen de performance énergétique de 100 kWh par mètre carré par an pour l'ensemble des Bruxellois en 2050. Soit une consommation moyenne divisée par 3 par rapport à la situation actuelle. Ça va? Ça, c'est la stratégie Rénolution. Alors, l'outil qu'ils utilisent pour la stratégie Rénolution, c'est le certificat de performance énergétique des bâtiments. Je pense qu'en France, c'est le diagnostic de performance des bâtiments. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est un outil qui s'est créé, c'est européen l'outil. Hein. Et donc, en fait, concrètement, c'est quoi? C'est un certificat, donc un papier, qui va vous dire si votre bâtiment, donc en quelle classe il est. Soit il est classé A,
Donc là, c'est super. Enfin, les logements de l'espoir, par exemple. Hein. Et puis, soit il est classé G, ça c'est les pires. Et puis entre les deux, il y a toutes les lettres de l'alphabet. Et l'objectif de la Rénolution, c'est d'arriver à 100. Donc là, je vous avais dit, c'est 300 actuellement la moyenne bruxelloise. Et l'objectif, c'est d'arriver à 100. 100, ça équivaut à un C dans les certificats PEB. La stratégie Rénolution, elle dit déjà que d'ici quelques années, les logements F et G seront interdits à Bruxelles. Des logements seront interdits. Voilà, c'est comme ça que c'est dit. Donc, alors moi, ce que je voulais vous demander, je vais faire un petit sondage. Qui parmi vous a son certificat de performance énergétique des bâtiments ou DPE vous pouvez lever la main. Ah bah quand même, quelques-uns. Ah bah bravo. Ah bah super. Et ben les autres, grouillez-vous parce que ça va être obligatoire en fait. Il va y avoir des amendes. Pour Bruxelles, c'est 2031. Ils viennent de l'augmenter d'un an. Et que si on n'a pas ce certificat de PEB, on risque d'avoir des amendes. Donc dépêchez-vous, il faut trouver un certificateur. Alors il y en a plein pour le moment. Hein. Voilà, il y en a plein, quoi, comme il y a l'obligation qui arrive. Et après, il faut bien choisir le bon. Parce que selon un certificateur ou un autre, on ne va pas avoir le même résultat PEB. Après, si vous avez un peu d'argent, peut-être qu'il y a moyen. Quoi, mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, suite du sondage. Qui parmi vous a un logement classé de A à C? Mais bravo! Mais bravo! Mais on peut nous applaudir! Mais oui! Mais c'est super! Parce que du coup, nous, on pollue pas. On pollue beaucoup moins que les autres. Et en plus de ça, voilà, on n'a pas des grosses factures. Donc ça, c'est quand même cool. Et on est bien, quoi. On est exactement ce qu'on attend de nous. Donc bravo. Alors, qui a un certificat classé 2D à G? Ouh, allez-y, ouh, non, vraiment, là, c'est nul, hein. Non, mais là, non, mais ça va pas du tout. C'est pas du tout, enfin, voilà, vous polluez à fond, hein. Vous participez, enfin, si vous étiez bruxellois à 50% qui polluent le plus, hein, dans leur logement, puis en plus de ça, vous allez avoir des obligations pour rénover, hein, parce que sinon vous allez avoir des amendes. Et le truc, c'est qu'il y a des primes. Avec la Rénolution, il y a des primes. Il faut juste pouvoir avancer l'argent avant. Et après, on vous dira combien vous serez remboursé. Mais il y a des primes, ne vous inquiétez pas. Bon, désolé, hein, vous avez bien compris que c'était une blague. Hein. Je ne veux pas que vous vous sentiez mal, là, ceux qu'on a eu. Tout va bien. Hein. Tout va bien, Donna, cette histoire de classe. Je suis désolée de te le dire encore une fois, mais c'est du classisme, hein. Ben ouais, on stigmatise qui, là? Ben ouais, hein, on stigmatise qui? Ouais, et puis après quoi? Et ceux qui habitent dans des A, là, et qui prennent l'avion une fois par semaine, ou qui ont une piscine chauffée, hein? Ils sont classés quoi? N, R, V? Hein? Et puis ceux qui sont classés A, là, et qui... et quoi? Je sais plus ce que je voulais dire, mais ouais. Enfin, franchement. Ben ouais, Fifi, tout ça, c'est pas pris en compte, en fait. Non, on tient uniquement compte de l'enveloppe du bâtiment. Il y a une étude d'Oxfam qui vient de sortir qui dit que 1% des plus riches du monde polluent autant que les 2/3 de l'humanité. 1%, autant que les 2/3. C'est pas les hommes qui polluent. C'est les riches qui polluent. Et moi, cette histoire de classe, là, ça me fait penser à une autre histoire des classes. Celle des classes sociales. Ben ouais, parce qu'il faut bien se le dire, quoi, celui qui vit dans un logement A, qui a pu s'acheter un logement classé A, ben c'est quand même qu'il a les moyens de vivre dans un logement classé A. Et le petit propriétaire, on les appelle comme ça à Bonneville, c'est con, mais c'est pas qu'ils sont petits, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Ben, qui est dans son logement classé F ou G. Ben, comme je vous ai dit, avec le système du marché, là, etc., c'est souvent des gens qui ont moins de moyens qui sont là. Et quand ils vont devoir rénover leur logement, ben, certains ne pourront pas le faire. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont devoir le revendre. Et comme il sera classé moins bien, ben, il aura perdu de la valeur. Et puis celui qui est classé A, là,
et qui a un peu d'économie, il pourra peut-être racheter le logement classé F ou G. Puis après, il pourra le rénover pour qu'il devienne C. Et puis après, ben, il pourra augmenter son loyer parce qu'il aura un logement de meilleure qualité. Donc moi, tout ça, ça me fait vraiment peur. Je me demande un peu, en fait, la ville en 2050, la ville de Bruxelles en tout cas, elle sera à qui? Qui vivra en ville en 2050? Mais Donna, on n'a qu'à la donner à ceux qui en ont besoin, quoi. Je sais pas, il y en a plein des gens dans la rue, là, qui, on les prend, on les ramasse, on les met dans le logement. Bah, c'est pas compliqué, quand même. Ben, non, Fifi. En fait, ça marche pas comme ça. Le truc fou, en plus, hein, je vous partage un truc. C'est qu'un logement en soi, un bâtiment, bah, ça consomme pas. Hein. Bah oui, enfin ça pollue pas, ça pollue quand on le construit, ça pollue quand on le rénove, ça pollue quand on doit le démolir, mais le logement tout seul, le bâtiment, tout seul comme ça, il pollue pas. Il y a de la pollution parce qu'on vit dedans, mais c'est pas le bâtiment qui pollue. Donc on passe à côté d'un gros truc là quand même. On a fait une étude avec des collègues à Bonnevie. Enfin, j'ai des collègues qui ont fait une étude et ils l'ont fait en partenariat, c'était dans le cadre d'un projet pilote avec des universités. Et, cette étude, elle montre qu'en fait, on a pris 10 bâtiments, enfin 10 ménages différents, habitant dans des bâtiments de classes différentes. Et elle nous montre que les habitants qui vivent dans des logements classés F et G, eh ben, en réalité, leur consommation réelle, c'est plutôt C, voire D. C'est pas fini. Les habitants des logements classés A, en réalité, ils consomment plutôt C, voire B. C'est fou, hein? Ça nous dit quoi? Ça nous dit que les gens, ben, ils savent bien comment faire pour économiser de l'énergie. Ils savent bien, ils le savent même au détriment de leur confort. À Bruxelles, il y a un quart de la population qui vit en précarité énergétique. C'est-à-dire que soit ils font tout ce qu'ils peuvent pour diminuer leurs factures et donc ils vivent dans un inconfort pas possible, soit ils ne savent pas payer leurs factures et ils ont besoin d'aide, etc. Et ils s'endettent, etc. Donc on voit bien que juste travailler sur le bâtiment, ça ne va pas avoir beaucoup d'effet. Mais Donna, c'est génial ce que tu dis là. On n'a qu'à prendre les gens qui habitent dans les bâtiments là. Ben, et qui consomment là. Ben, ils ont qu'à aller expliquer aux gens qui habitent dans des bâtiments là et qui consomment là. Ils ont qu'à aller leur expliquer tout ce qu'ils font chez eux pour économiser de l'énergie. Couper la lumière quand vous quittez une pièce. Hein. Puis j'espère que vous coupez l'eau quand vous vous brossez les dents. Et puis surtout, vous mettez un pull hein, quand il fait froid plutôt que d'allumer le chauffage. C'est pas compliqué. Ben ouais, ben, en fait oui, on va devoir le faire ça, tous. On va devoir le faire, hein. Ben, voilà, tout le monde. On va devoir travailler sur nos usages, parce qu'effectivement, là sinon on ne va pas y arriver. Mais on va le faire de manière collective en fait. On va décider ensemble comment le faire. Il y a Olivier Jandot, qui est un historien, qui a écrit un super bouquin qui s'appelle Les délices du feu. Et il raconte l'histoire du chauffage. Et il raconte comment en fait, avant, la température du corps, elle était inférieure en fait à ce qu'elle est aujourd'hui. Et les gens avant, avec 17 degrés, ben, ils se sentaient bien. Quand il y avait 20 degrés, ils avaient un peu chaud. Donc la norme, ben, elle a évolué avec le temps. Aujourd'hui, on nous met des... Il dit aussi qu'à ce moment-là, qu'en fait, quand on chauffait 3 fois. On chauffait au moment où on coupait le bois, on chauffait au moment où on transportait le bois jusqu'à l'endroit du feu, et puis on se chauffait au moment où on faisait notre feu. Ben, maintenant, il y a des thermostats qui peuvent même penser pour nous. On ne doit même plus tourner un bouton. Et parfois, on est en train de chauffer et on ne s'en rend même pas compte. Et donc, ouais, il va falloir qu'on reprenne possession de nos corps et de nos sensations pour se questionner vraiment par rapport à ces questions d'usage et qu'on continue à vivre confortablement, mais qu'on se questionne, quoi, qu'on arrête de penser pour nous, en fait. Et ça, il va falloir le faire. Mais Donna, elle est super ton idée. Mais vas-y, mais rassemble tes copains là du boulot et vous faites une petite réunion là comme vous pouvez faire. Et puis vous répondez à un appel à projet. Et puis comme ça, vous pouvez faire ça quoi. Travailler collectivement sur les questions d'usage. Ah bah ouais, on l'a fait. On a essayé.
On a écrit des projets. Ils ont tous été refusés. Ben ouais, mais parce qu'en fait, travailler sur les questions d'usage, ça rapporte pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas de cordon blanc à couper, quoi. Donc ça les intéresse pas. En tout cas, nous, ça n'a pas marché. Et ouais, je prends un petit coup d'eau, parce que ça me rend triste quand même. Vous savez aussi pourquoi ça n'a pas marché? Ce que je crois, c'est que derrière les normes, il y a toujours un marché. Ben oui, il y a ce qu'on vous dit, et puis il y a ce qui se passe derrière. Donc ici, on nous dit qu'il va falloir rénover. C'est urgent, le climat, quoi. C'est urgent. Donc on met des normes en place qui vont nous sauver la planète. Et ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'en fait, il y a tout un système et tout un bazar, un pognon de dingue qui est en train qui va arriver là. Enfin, ça brasse plein de fric, cette histoire de rénovation. Et ça, on n'en parle pas. Tous ces systèmes de ventilation qui vont être installés, maintenant on parle même de pompes à chaleur à tout va, on parle de plein de trucs technologiques qu'on va devoir absolument mettre dans les logements pour le climat, quoi. Non mais moi j'ai entendu en réunion des gens qui disaient que la solution c'était de mettre des systèmes de ventilation dans tous les logements insalubres. J'ai même lu un article qui dit que le système de ventilation mécanique contrôlée aidait à l'isolation. Non mais attends, n'importe quoi, enfin je veux dire, c'est n'importe quoi. Donc moi je crois qu'il y a vraiment un marché derrière tout ça. Oh là là, Donna, tu fous la pagaille dans les systèmes de ventilation. Et mais fais gaffe, hein, quand même. Il y en a qui t'écoutent, hein. Et fais gaffe, hein. Non, mais il faut rénover, hein. Soyons d'accord, il faut rénover. Mais cette histoire de climat, là, en fait, enfin, cette histoire d'imposition PEB, je veux dire, pardon, ça nous détourne l'attention du problème réel qui est l'accès à un logement décent et abordable pour toutes et tous. Ça nous éloigne complètement de ça. Et moi, avec cette histoire de rénolution, j'ai un peu peur qu'il se passe une rénoviction. Qu'on ait de l'éviction des pauvres de la ville, en fait. On a le droit de penser quand même que les gens sont bizarres. Les mots qu'ils inventent quand même. Rénolution, rénoviction, VMC, PEB. Je me demande bien qui les a trouvés. Je te parie que c'est une tas de vieux profs. Moi, j'en ai trouvé un mot. Un magnifique, un tout frais, qui vient de sortir. J'ai trouvé. Vous voulez savoir c'est quoi? Spunk. Vous voulez le dire? Spunk. Ouais. Je sais pas encore ce qu'il veut dire, mais je vais trouver. Et c'est pas parce que je sais pas ce qu'il veut dire qu'il veut rien dire. En tout cas, toi, Donna, quand tu parles comme ça, je te trouve carrément spunk. Merci, Fifi. Bah, je me suis pas toujours sentie spunk. Il y a eu un événement comme ça qui a marqué un tournant. J'étais à la maison de quartier Bonnevie et il y a une de mes collègues qui travaille à la permanence logement et donc qui accueille les locataires qui ont des problèmes de logement, qui m'interpelle pour une facture d'énergie. Alors on regarde ensemble et je me rends compte qu'en fait, je le connais, le gars qui a des problèmes pour payer sa facture d'énergie. En fait, je l'ai vu 2 ans auparavant dans un logement à haute performance énergétique. Peut-être même 3 ans auparavant. Et du coup, je me dis, mais en fait, c'est pas possible. Il est dans un logement à haute performance énergétique et il a des problèmes de facture d'énergie. Du coup, je vais voir le gars. Mais je me rappelle quand même avant qu'on avait fait des rencontres avec les Ambapa, ils nous avaient déjà tous parlé du fait qu'ils avaient installé, on avait fait la visite technique, hein, parce qu'on fait toujours ça quand on va visiter un logement, on visite les techniques avec tout le monde. Et on avait vu qu'il y avait une chaudière à pellets. Alors, les pellets, c'est des petites graines comme du bois. Et là, le truc, c'est qu'ils avaient installé une chaudière à pellets pour un logement collectif. C'était un peu un truc innovant, quoi. Parce qu'en fait, ça se fait normalement pour des ménages unifamiliales, etc. Et donc, bon, ils n'avaient pas trop bien pensé comment amener le pellet et tout ça. Donc, j'avais déjà vu qu'il y avait des trucs, et des gens, ils m'avaient dit, quand on s'est vu, qu'en fait, parfois, ils n'avaient pas d'eau chaude, et parfois, ils n'avaient pas de chauffage. Et du coup, je me rappelle de ça. Et je vais voir le gars, je vais chez lui.
Et en fait, il m'explique qu'il a dû mettre des radiateurs électriques pendant 2 ans. Et donc, sa facture d'énergie, bah ouais. Et en plus, quand je vais sur place, c'est terrible parce que je vois que ce logement, il est vachement dégradé, quoi. Bah, c'est les conséquences aussi. Parce que, enfin voilà, toutes les techniques, etc. Donc là, je me dis qu'il y a quand même une histoire de... Ouais, que la méthodologie, c'est bien, mais la posture, c'est mieux, quoi. Moi, j'ai pas envie de cautionner tous ces trucs-là. Donc je me dis, il va falloir changer de cap. Alors, il y a des travailleurs sociaux québécois qui ont écrit une parabole, la parabole du pont brisé, pour raconter un peu les différentes postures qu'on peut avoir en tant que travailleur social. Alors le truc c'est ça, c'est que voilà, on est dans un village et il y a une route qui est prise par tous les villageois tous les jours. Et cette route-là, en fait, elle traverse une rivière à l'aide d'un pont. Et un jour, ce pont se brise. Alors ceux qui sont au courant, ben, ils font le détour, hein, qui est un peu plus long, mais ils prennent le chemin, un autre chemin. Puis ceux qui ne sont pas au courant, ben, certains, ils tombent dans la rivière. Et comment on peut réagir à ça? Ben, une des réactions possibles, c'est de lancer des bouées. On peut même sauter pour aller les chercher. En tout cas, c'est d'éviter que les gens se noient, quoi. Ça, c'est une logique d'assistanat. Après, une autre posture possible, c'est de se mettre à l'intersection du chemin et d'expliquer aux gens qu'en fait, le pont est brisé, il faut prendre un autre chemin, voilà, aller par là. Voilà. Et ça, c'est une logique plutôt de prévention. On fait comme si le problème n'existait pas, mais on indique un autre chemin. On détourne le problème. Et là, c'est un peu ce que je faisais, ça, en fait. Hein. La logique de prévention, on nous explique comment ça marche, bon, après, débrouillez-vous. Alors, là, ce truc-là, enfin, je me dis, en fait, il faut prendre la troisième option, qui est l'option de transformation sociale. La posture, c'est de dire, mais en fait, les gars, il y a un truc qui ne va pas. Le pont est brisé. Comment on se met ensemble collectivement pour que ce pont soit réparé? Comment on fait pression auprès des pouvoirs publics qui sont responsables de la réparation de ce pont pour le réparer? Et là, je me dis qu'il va falloir aller là-dedans. Et ça tombe bien parce qu'en même temps, je découvre Solalinski. Alors Solalinski, c'est un gars, c'est un sociologue qui, dans les années 30, il a mis en place le community organizing. Et lui, il part du principe qu'il faut écouter les colères des gens, il faut les légitimer, enfin en tout cas les mettre ensemble et essayer de réfléchir ensemble à comment aller au-delà, quoi, comment résoudre les problèmes. Alors ce que j'adorais avec Alinsky, c'est qu'en fait avec lui tous les coups sont permis. Avec lui, du moment qu'on obtient des petits ou des grandes victoires, et du moment qu'on se fasse entendre, tout est permis. Alors, il y a une anecdote marrante comme ça où il raconte des gens, des habitants qui se plaignaient par rapport à leur logement qui était vraiment en mauvais état. Et du coup, leurs propriétaires, ils n'en faisaient rien, quoi. Ils laissaient les logements comme ça. Et ils savaient que les propriétaires de ces logements, ils se retrouvaient, c'était leur petit retrouvaille hebdomadaire, à l'opéra le mardi soir. Alors ils se sont dit, ben, on va aller et on va manger des flageolets avant. Et ils se sont cotisés pour aller à l'opéra. Et ça a gâché un peu les plaisirs olfactifs et sonores des propriétaires. Et puis à la fin, ils leur ont dit, bon ben voilà, vous réparez notre logement, ou alors nous, enfin vous rénovez notre logement, ou alors nous, on reviendra la semaine prochaine, et la fois d'après, et la fois d'après. Et ça a marché. Alors moi, j'étais plein d'espoir, quoi. Je pensais qu'on allait faire changer des trucs. Alors j'ai invité les 497 ménages avec lesquels j'avais travaillé à une première assemblée pour voir avec eux, pour faire remonter leur colère, quoi. Pour voir avec eux sur quoi ils voulaient travailler, qu'est-ce qu'on allait faire, etc. Je leur explique un peu. Et du coup, à ce moment-là, c'était super. La première réunion, c'était super parce qu'on s'imagine aller en moon boot à l'accueil des gestionnaires pour leur dire qu'on a froid, on a des idées, voilà. Puis petit à petit, au fur et à mesure des rencontres, on en a fait 10 des rencontres, on était de moins en moins. Puis à la fin, ils n'étaient plus que 2. Bon, je peux vous dire pourquoi aujourd'hui, hein. Je sais pourquoi. C'est que moi, mon subvention, moi je suis payée par Bruxelles Environnement. Enfin, je ne suis pas payée par eux, mais c'est des subventions qui passent par eux. Et donc ma casquette, c'est attention Donna, il faut toujours parler environnement, énergie. Le reste, ça ne fait pas partie de mon métier en fait. Du coup, moi j'ai un peu orienté les colères autour de leur logement, etc. J'ai peut-être pas assez bien écouté leur vraie colère et ce pourquoi ils avaient envie de se battre. Parce que déjà, en faisant ce travail-là, je dérogeais un peu à ce qui était noté sur ma fiche de poste. Hein. Donc je trouvais déjà que j'étais un peu désobéissante. Mais
Voilà. Du coup, je pense que c'est ça qui a fait que ça n'a pas marché jusqu'au bout. Et puis à la fin, on n'était plus qu'à 3. Alors on s'est dit, on va écrire un courrier. On va pas aller en bout à 3. Et on écrit un courrier. Et puis à la fin, il n'y a plus qu'une qui veut bien signer le courrier. Alors moi, ça me met un peu en colère, quoi. Je dis non mais les gars, c'est quoi ça? C'est vos droits, il faut faire valoir vos droits, quoi. Vous avez le droit quand même de demander à ce que vos logements ils sont entretenus, à ce qu'on vienne réparer le châssis qui est cassé, à ce que le système de ventilation fonctionne, à ce qu'on vienne réparer les trucs, quoi. Enfin, vous avez le droit à ça. Et là, Fatima, elle me dit, mais Donna, moi en fait j'ai peur que si je fais ça, on me prenne mon logement. Tu connais pas la galère que j'ai vécue moi avant d'arriver là. J'ai enfin obtenu un logement social. Alors est-ce que je vais oser, enfin je vais pas risquer de le perdre, quoi. Parce que j'ai bien compris qu'on pourrait faire plus d'économies d'énergie et que notre logement il pourrait être mieux que ce qu'il est. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein. Le logement il est neuf et tout ça. Tu dis rien, Donna? Mais Donna, c'est du classisme, ça! Mais ouais, c'est du classisme! Parce qu'en fait, c'est de la domination intégrée. Ça veut dire que, madame, peut-être qu'elle a vécu pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être toute sa vie, des politiques classistes. Elle a peut-être vécu la violence symbolique et la violence réelle de situations, et ça en va même jusqu'à lui faire peur de perdre ses droits. Bah ouais, parce que moi, quand je finis la réunion avec eux, moi, je rentre dans mon logement. Moi, j'habite dans un logement qui me plaît, et puis j'ai la chance d'être propriétaire, classé A en plus. Et moi, j'habite dans un habitat groupé. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que tous les enfants de la placette, les 40 enfants, parmi eux, on est un tiers à avoir reproduit ce que nous ont offert nos parents, à avoir créé des habitats groupés. Alors on s'est tous dit, en rigolant, qu'en fait les parents ils nous avaient bien planqué la réalité des réunions, de tout ce que ça endurait, parce que finalement c'est quand même beaucoup de temps. C'est quand même beaucoup de temps, alors c'est beaucoup de joie, mais c'est vrai que ça demande du travail et du temps. Parce que, mais moi j'apprends plein de trucs, hein. Parce qu'en fait ce qui se passe dans mon habitat groupé, c'est qu'on décide ensemble de comment on décide. Et on n'est pas toujours d'accord, c'est la vie ça. On n'est pas toujours d'accord, mais on apprend à dire quand on n'est pas d'accord. Et à échanger des points de vue. Et parfois, on a des trucs super qui sortent de ça. En fait, des trucs auxquels on n'avait pas pensé, quoi. Et donc nous, à l'échappée, ça s'appelle l'échappée, on habitat groupé, on vit une vraie démocratie. Du coup, je vais vous lire la définition de Paul Ricoeur de la démocratie. Parce que je crois que c'est pas ce que je vis dans le cadre de mon travail. Est démocratique une société qui se reconnaît traversée par des contradictions d'intérêts et qui pose comme modalité de résolution l'énoncé de ces contradictions. Moi, quand je parle du fait que ça ne marche pas, déjà, on me demande d'arrêter d'en parler. Donc, je ne peux même pas l'énoncer, la contradiction. L'analyse de ces contradictions et la mise en débat de ces contradictions en vue d'en arriver à des arbitrages. Oups. Et donc, ouais, là, avec mon travail, en tout cas, je me rends compte qu'on n'y est pas du tout, en fait. Donc ouais, c'est un triste constat. Je bois un peu d'eau. Ça va, vous êtes OK? Tout va bien? Vous n'êtes pas fatigué? Ouais? Moi ça va aussi, en fait. Et donc, ouais. Et donc du coup, je me dis qu'en fait, nous, la démocratie, comme l'énonce Paul Ricoeur, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas vraiment à l'école non plus. En tout cas, moi, je n'ai pas appris ça enfant et je l'apprends maintenant, quoi. Alors, Fifi, elle ne va pas à l'école. Fifi, elle a été un jour à l'école parce qu'elle trouvait ça injuste que tous les autres aient des vacances sauf elle. Alors, pour y remédier, elle a été à l'école. Alors, la prof lui dit, Fifi, combien font 7 et 5? Oh, je sais pas, moi, si tu le sais pas, t'as qu'à chercher, hein, ça va ou quoi? Fifi,
À l'école, on dit vous et pas tu. Et on dit mademoiselle. Pardon, je savais pas. Allez, Fifi, combien font 8 et 4? Je sais pas, moi, 64. Fifi, ça fait 12. Oh là l'autre, mais tu m'as dit que c'était 8 et 5 qui faisaient 12. Ah ben non, je n'ai même plus compté. Enfin bon, bref, c'est le même chiffre. Oh là là, mais dis ça va et toi? Puis si t'intéresses tellement les mathématiques, mais t'as qu'à aller te mettre dans un coin à faire des mathématiques et tu nous laisses jouer à cache-cache. Bon, ça va, hein? Bon, Fifi, à l'école, en fait, comme elle n'y va jamais, elle n'a pas les codes. Elle n'a pas les codes de comment ça marche quand on va à l'école. Et là, moi, avec le community organizing où ça n'a pas marché, avec le gars qui m'a dit qu'il ne faut pas trop s'exciter et tout ça, je commence à me dire que j'ai pas les codes. Que peut-être qu'il faut que j'oriente mon truc vers autre chose. Ce qui va parler, quoi, ce qui va marcher. Du coup, je me dis que je vais arrêter de parler des habitants, peut-être que je vais parler du bâtiment. Peut-être que là, ça va être plus entendu. Si je parle des bâtiments qui se dégradent, que voilà, c'est pas durable, etc. Puis en fait, je le fais tellement bien, ça, qu'à Bruxelles avec l'environnement, ils m'écoutent. Ils m'écoutent. Ben ouais, ils sont prêts à entendre ce qu'on a à dire. Alors nous, un des trucs qu'on dit aussi, c'est qu'il faut décloisonner les secteurs si on veut que les bâtiments fonctionnent. C'est qu'il faut mettre autour d'une même table ceux qui pensent les projets, qui les construisent, ceux qui vont les gérer, puis les habitants, et puis voilà, tout le monde. Et alors, pour ça, eux, ils nous écoutent. T'es drôle, Donna, toi. Tu crois que c'est toi qu'ils écoutent avec tes petits arguments? Non, moi je vais vous dire ce qui se passe. C'est que au milieu de Bruxelles, environnement, il y a une toute petite boîte cachée quelque part, fermée à clé, dans laquelle il y aurait les chiffres qui nous disent que ces logements passifs, ils ne fonctionnent pas comme c'est prévu. Mais ça, ils ne peuvent pas le dire. Parce que c'est eux qui ont mis les politiques en place, donc on ne peut pas le dire. Ça, il faut que ça passe crème, quoi. Donc, ils sont OK de travailler sur l'usage parce que du coup, voilà, ça leur donne bonne conscience et puis, en fait, peut-être qu'ils t'instrumentalisent un petit peu. Bon, ça, c'est Fifi qui l'a dit. Hein. En tout cas, ils m'écoutent. Et donc, ils décident de nous donner des subventions pour 5 associations pour accompagner les habitants pour un bon usage de leur logement à haute performance énergétique. Et ils décident de créer cette plateforme usage. Alors, la plateforme usage, donc ça a commencé en 2017. Ça va se clôturer maintenant, donc il y a eu 2 vagues. La première vague, on a travaillé avec une réunion tous les 3 mois. Et dans le cadre de cette réunion, la conclusion du truc, ce qu'on a fait, c'est ça, mesdames et messieurs. Un super schéma. Je sais, vous ne savez pas tout lire, hein, mais c'est pour vous montrer le design du truc. En fait, ici, on a tous les acteurs qui sont en lien avec un bâtiment. Et puis ici, on a la durée de vie d'un bâtiment. Et on s'est dit qu'il y avait pas mal d'endroits où il fallait travailler ensemble. Et donc, on a écrit pas mal de recommandations. Franchement, la première vague, elle était pas mal. On a écrit des trucs, on avait des idées pour améliorer les choses, etc. Première vague, elle s'est terminée en 2019. Il n'y a toujours rien qui est fait, quoi. Et donc, à la plateforme usage, il y a tous les acteurs concernés qui sont invités. Ils ne sont pas toujours tous là. Hein. Enfin, tous les acteurs concernés, des représentants. Mais il n'y a pas d'habitants. En fait, moi, je représente l'habitant. Parce que moi, comme je travaille avec des habitants, je suis un peu comme un habitant, quoi. Et du coup, un jour, comme plusieurs fois, je dis, il y avait des hypothèses qui s'émettaient sur comment agirait un habitant. Alors je dis, il faudrait peut-être les inviter à la plateforme pour qu'ils disent, les habitants. Alors là, je dis oui. Et je débarque à Bruxelles Environnement, dans le Grippin, avec les 497 ménages qui viennent avec moi. Et alors ils sont là, et chacun à son tour, à chacun à leur tour, ils ont un temps de parole. Ils peuvent dire comment ça va pas, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Et pendant ce temps-là, tous les professionnels, là, les experts, ils grattent. Ils apprennent plein de trucs. Et c'est génial parce que chacun, ils ont pu dire les trucs, quoi. Et là, on est en train de construire ensemble un monde où tout ça fonctionne, quoi. C'est génial. Donc j'ai été à la plateforme la fois d'après avec deux habitants.
Et bon, à part le café et les petits sandwichs à la fin, bon, ils ont quand même pu parler, parce qu'il y a eu un moment, ça fonctionne en tour de table. Toujours tout le monde peut prendre la parole. Mais ils n'ont pas été considérés à leur juste valeur. Quand on est sorti de cette plateforme, je me rappelle de cette réunion, je me suis excusée, quoi. Et puis là, Rachida, elle m'a dit non mais, tu sais Donna, non je me suis excusée, je voulais quand même le dire, c'est important, je me suis excusée parce que pour moi, je les avais invités en tant qu'experts, experts de leur vécu, mais ils n'ont pas du tout été considérés comme ça. Et là, Rachida, elle me dit mais tu sais Donna, quand on est pauvre, on est con. Moi, j'ai pas su quoi répondre à ce moment-là. Il y a Jacques Rancière qui a écrit Le Maître ignorant, c'est un philosophe. Et lui, il dit qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Lui, il dit qu'en fait, on est dans un monde où il y a une fausse croyance qui dit qu'il y aurait une hiérarchie des intelligences. Qu'il y aurait quelques personnes qui sont plus intelligentes que les autres et qu'elles ont le devoir d'aller expliquer aux autres qui sont moins intelligents comment le monde fonctionne, etc. Et lui dit que, en fait, non, ça ne marche pas comme ça. En fait, on est tous à égalité d'intelligence. On sait tous, chacun, ce qui est bon pour nous. Mais le truc, c'est que il y a des personnes qui n'ont pas confiance en leur intelligence. Et le problème, ben, il est là. Et s'ils n'ont pas confiance en leur intelligence, c'est parce que c'est ce qu'on leur fait croire. Bon, moi, je continue à aller à la plateforme Usage parce que c'est noté dans mon profil de fonction que je dois y aller. Alors, je vois bien qu'on ne va pas changer le monde, hein, et qu'on fait un peu du blabla, mais j'y vais. Alors, une des dernières plateformes, ça se passe comme ça. À un moment, je dis un truc que je dis à chaque fois. Je dis, il faudrait peut-être intégrer les habitants dans les visites de chantier des projets. Ben, ce serait super, comme ça les habitants ils pourraient apprendre déjà, voir comment sera leur logement, etc. Et puis en plus, je pense que les architectes, les entrepreneurs, etc., ils apprendraient aussi plein de trucs. Bon, personne ne reprend. Quelques minutes après, il y a un gars avec des pompes en croco qui dit exactement la même chose que moi. Il dit, enfin à sa manière quoi, peut-être pas exactement, mais il dit, il faudrait qu'on intègre les habitants dans les visites de chantier. Ah ouais, super, ouais, non, ça c'est une bonne idée, ça on la note. Ah bah c'est dingue. Bah, je demande à ma collègue, mais je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Bah si, tu l'as dit. Ah, je me dis, mais c'est fou quoi. Je viens de le dire. Mais je dis rien en fait. Et je dis rien pourquoi? Bah, je dis rien parce que je suis une fille. Alors moi, ça m'arrive quand même souvent de dire un truc qui n'est pas entendu en réunion, surtout quand il y a principalement des mecs. Et je dis rien parce que je suis bienveillante et que je voudrais pas qu'il soit froissé, le mec, tu vois, qu'il se dise que je lui veuille du mal de le dire, c'est moi qui l'ai dit. Puis je dis rien aussi parce que je me dis à quoi ça sert en fait. C'est pour mon petit ego, c'est pour dire c'est moi qui l'avais dit. Bon, en fait, nous on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que c'est dit et qu'on a dit, on le note. C'est ça qui compte, non? Je l'écris quand même dans mon carnet, hein, je l'avais dit. Puis après, je dis rien aussi parce que je sais bien ce qui se passe ici. C'est du blablabla, comme dit Francky. Moi, je suis là, bon, il y a du café. Quand je suis énervée, je bois du café, je mange un petit sandwich, voilà. Et je vois bien qu'on ne va pas changer les choses. Alors après, le même mec avec ses pompes en croco, pas de bol, c'est toujours lui, il dit, de toute façon, ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, c'est leur petit confort. Alors moi, je le regarde moi-même, je me dis, mais en fait, moi aussi, j'aime bien mon petit confort. Puis je les regarde chacun, là. Et je me demande bien lequel parmi eux n'aime pas son petit confort. Bah, stop, Fifi, chut, j'ai compris maintenant. C'est du racisme de classe, là, ce qui est en train de se passer. C'est de l'ethnocentrisme. En fait, le mec, quand on est bourgeois, si on a besoin de son petit confort, c'est tout à fait normal et acceptable. Mais quand on est pauvre, et qu'en plus on a déjà un logement social, passif en plus, on ose aller chercher son petit confort, non mais allez. C'est dingue, hein?
Donc ouais, je continue à y aller parce que quelque part, déjà je l'ai dit, c'était noté dans ma fiche de poste. Et puis en plus, je me dis que si j'y suis pas, comment ça va se passer quoi. Puis je me dis quand même, je représente les habitants, etc. Enfin, je veux porter mon rôle jusqu'au bout. Puis même si je vois bien que ça va pas vraiment changer les choses, etc. Bon, quelque part, moi, je suis experte là-bas. J'aime bien aussi sentir que je suis importante et que ce que j'apporte, c'est pas toujours entendu, mais au moins j'ai un endroit où les apporter quoi. Puis à côté de ça, donc je vous ai dit, ils ont donné des moyens pour qu'on puisse faire le projet. Ça s'appelait Accompagnement de bâtiments à haute performance énergétique, un projet pilote. Il est pilote parce qu'il touche un autre territoire. Ça aussi, parfois, c'est pilote. Donc nous, on le faisait depuis presque 10 ans à Bonneville, même plus de 10 ans à Bonneville. Et là, on le développe du coup avec d'autres associations. Et donc, on se met autour de la table avec d'autres associations qui font un travail un peu similaire à nous, mais qui vont le faire dans d'autres territoires. Et donc, en gros, moi, je mets le projet sur la table et on construit une méthodologie commune, avec des objectifs communs, avec des tableaux Excel communs pour quantifier ce qu'on fait, avec des objectifs bien précis, avec des chiffres à mettre dans des cases. Bon, en fait, on fait le travail que je faisais avant, mais c'est juste que ça devient un travail beaucoup plus administratif, je dirais. En tout cas, je trouve qu'on prend moins en compte les habitants, parce que ça devient un travail qui doit être mesuré parce qu'ils attendent des chiffres, ils attendent des résultats pour pouvoir montrer que ça marche. Et donc, on se perd un peu par rapport à la qualité à ce moment-là. Bon, on a créé une boîte à outils. Elle est disponible sur le net, si vous voulez aller voir, avec toutes les méthodologies qu'on a mis en place, etc., pour la posture aussi, comment travailler avec les habitants. On a mis en place aussi, on a créé une phare d'usage. C'est un outil pour les habitants qu'on leur donne quand on commence à travailler avec eux. On a inventé un outil qui s'appelle le frigo. Ça, les politiques publiques, ils l'aiment bien cet outil-là. C'est un truc, quand on commence nos animations, on le met toujours au début. Et comme ça, dès que les gens ils amènent un truc qui n'est pas en lien avec l'énergie ou l'environnement, on le note dans le frigo. Comme ça, on est sûr qu'on va à l'objectif de la réunion. On est sûr qu'on va parler du logement et de l'usage du logement. Bon, à la base, l'idée, c'était quand même de traiter les trucs avec les habitants qui le voulaient. Mais ça s'est un peu perdu. Et puis, on a même fait des tableaux Excel pour mesurer le temps lié à un accompagnement. Donc, on a fait ligne par ligne, on a fait des heures pour faire ce tableau Excel, pour définir combien coûtera notre accompagnement. Parce qu'on le sait, ce projet, il est pilote, il dure 3 ans, et puis après, il va falloir aller chercher des sous. Donc, il va falloir aller vendre notre beau projet à haute performance énergétique. Et il va falloir faire en sorte qu'on puisse continuer notre travail. Alors, j'en parle un peu comme ça. Il est super ce projet, il faut le faire. Mais avec ça, moi, ça m'a un peu rendu triste parce qu'avec tout ça, moi, j'ai plus travaillé avec les ambassadeurs du passif. Parce que moi, à partir de ce moment-là, je passais mon temps assis sur une chaise à remplir les tableaux Excel et à faire en sorte de faire évoluer ce projet pilote, quoi. Et la joie éclaboussée par leur sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Et soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient m'arracher d'entre leurs bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne les uns des autres, je lutte et je me débat. Et le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur et de fureur et de rage et je pleure. Emporté par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole le travail que j'avais aimé et que je n'ai jamais retrouvé. Tadam, 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 tadam. Alors, Christophe Dejour, c'est un psychologue du travail. Lui, il a fait des recherches par rapport à la souffrance au travail. Et lui, il dit qu'il y a 3 types de travail. Il y a le travail prescrit. C'est celui qui est noté dans nos appels à projets. Pour moi, le travail prescrit, c'est accompagner les habitants pour un bon usage de leur logement haute performance. C'est ce que je vous ai dit au début. Et puis, il y a le travail
désiré. Le travail désiré, c'est celui que moi je faisais au début en fait, de réunir les gens autour d'une thématique commune. Et moi je me disais que c'était aussi l'occasion de leur donner une place dans ces débats de société dans lesquels on ne les implique jamais. Et je pensais qu'en faisant ça, on allait pouvoir aborder d'autres thématiques, etc. Puis moi dans mes appels à projets, ce que je note tout le temps, c'est que la solidarité, ça crée des économies d'énergie. Alors je sais que je passe pour une allumée quand je mets ça, mais j'y crois moi. J'y crois parce qu'en fait quand les gens se connaissent, etc., ils s'échangent leurs trucs et astuces, etc. Et c'est ça, c'est ça. Et moi c'est ça que je voulais faire en fait. C'était rassembler les gens autour de cette thématique-là. Et puis le troisième travail qui est défini, c'est le travail réel. Et ben moi comme je vous l'ai dit, depuis ce projet pilote, moi je le passe comme ça en fait. Je le passe comme ça, ou en réunion, voilà. Je vois plus beaucoup les habitants. Et travailler comme ça, avec toujours un œil sur le travail désiré, ah ben ça a créé des souffrances en fait. Ça fait mal. Ça se sent dans le corps. Et donc de jour, il dit qu'il y a quatre réactions possibles du travailleur quand il vit la souffrance au travail. Une des réactions possibles, c'est la résistance, mais moi je l'ai tenté avec le community organizing, mais ça n'a pas marché parce que j'étais toute seule, quoi. Il dit que la résistance, bah ouais, ça doit se faire à plusieurs, sinon on marche, on roule à contre-courant, enfin on nage à contre-courant. Et voilà. Bah alors il parle aussi de l'acrasie. L'acrasie, c'est l'écart entre ce qu'on pense bon de faire et ce qu'on fait en réalité. Alors il y a l'acrasie sténique. L'acrasie sténique, c'est quand on se raconte des histoires. On se dit que ce qu'on fait, en fait, c'est quand même bien, que ça a un sens, on cherche du sens en fait. Et du coup, on oublie la perte de sens en se rassurant par rapport à autre chose qu'on fait. C'est exactement ce que j'ai vécu moi, à partir du moment où on a commencé après le community organizing. Et puis, il y a l'acrasie paresseuse. Ça, c'est, en fait, on va bosser, mais on se dit que ok, c'est pas là qu'on trouve son sens. On fait son taf, on fait ce qu'on attend de nous, on fait son horaire précis, et puis après, on s'épanouit en dehors du travail. Et puis la quatrième option, c'est la fuite. La fuite. C'est comme ça? Ils m'ont pas compris quand j'ai dit la fuite. Et moi, en fait, à ce moment-là, j'étais en perte de sens totale. C'est là que c'était plus possible. En plus de ça, à ce moment-là, on avait un nouveau chef au travail, il n'est plus là maintenant, qui en fait, lui, il avait une vision complètement... Avec lui, on n'était plus une association à but non lucratif, on était des capitalistes à but non lucratif. Il nous a fait remplir des tableaux, il nous a fait augmenter tous nos chiffres. En un coup, on devait être super productif, on devait montrer, on devait faire de la com et tout. Enfin. Et donc moi, là, c'était plus possible. Moi, j'ai dû m'arrêter de travailler et réfléchir et prendre soin de moi. Alors ouais, c'est ce qu'on appelle un burn-out. Moi, j'aime pas ce mot parce que je trouve que ça renvoie vers une responsabilité individuelle et qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas moi qui étais malade, c'est le système qui est carrément, gravement malade. Et qu'en fait, le fait de ramener ça à une personne, c'est faire en sorte qu'elle revienne bien comme il faut, qu'elle travaille sur elle et puis qu'elle revienne en super forme pour refaire le même travail. Et ça nous empêche de lutter, en fait, de nous mettre ensemble et de se dire qu'on va lutter ensemble contre un système qui ne fonctionne pas. Et ouais, je voulais dire un truc important, mais alors là, il va falloir que je regarde ici. Ouais, c'est hyper important. Parce qu'en fait, moi, au début, je me rappelle, je racontais un peu toutes mes histoires. Et les copains du stage, ils me renvoyaient, mais Donna, en fait, on t'a piqué ton travail. Je dis n'importe quoi, en fait. Moi, j'ai créé mon travail. Je l'ai inventé, c'est moi qui en suis responsable, etc. Je l'ai fait, moi, mon travail. C'est moi qui l'ai construit. Aujourd'hui, j'ai compris. En fait, oui, on m'a piqué mon travail. Et le « on », c'est personne, en fait. Le « on », c'est le capitalisme. C'est en fait, parce que le capitalisme, c'est pas uniquement une histoire de marché et de besoins qu'on te crée pour acheter des trucs, genre des systèmes de ventilation mécanique contrôlés qui vont faire qu'il y a plein de fric qui... Non, le capitalisme, c'est aussi une histoire de valeurs indétrônables et qu'on intègre carrément et desquelles on a du mal à se défaire. Les valeurs de compétition, de performance, de rentabilité. Et donc, ouais, on m'a piqué mon métier.
Donc là, à ce moment-là, moi, je n'avais pas encore réalisé ça et tout ce qu'il fallait faire, c'était prendre soin de moi. C'était la seule chose à faire. Alors, j'ai fait plein de trucs, j'ai été voir plein de gens. J'ai été voir des kinésiologues, j'ai été voir des chamans. J'ai même été voir un astrologue. Et l'astrologue, il m'a dit ça. Vous avez un potentiel créatif extrêmement puissant. Vraiment. Vous avez un moteur pour avancer dans l'existence qui est d'une rare puissance. Vraiment, hein. J'exagère pas. Je pense même que vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui ce dont vous êtes capable. Alors, rentrez chez vous, achetez-vous une toile et mettez-vous à peindre. Vous verrez bien ce qui en sortira. Alors moi, je suis rentrée chez moi, pleine d'espoir. Je ne me suis pas mise à peindre, je me suis mise à coudre. Je me suis mise à coudre et de rassembler en fait plein de petits bouts de tissu qui traînaient dans mon armoire, qui avaient une histoire pour moi. Des bouts de tissu qui auraient pu valser à la poubelle, hein. Des chambres à air, des bouts de jeans. J'ai même une carte. En fait, même des matières qui, a priori, n'ont rien à faire ensemble. Et en faisant ça, ça m'a consolée, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça dont j'ai envie, moi. C'est rassembler les petits bouts qui ont peut-être l'air d'avoir rien à faire ensemble et de les mettre ensemble et de construire quelque chose de joli. Alors quand ça a été mieux, l'astrologue, ce qu'il m'a dit aussi, c'est qu'il fallait que je retourne à Bonne Vie, parce que je lui ai posé la question, hein. Est-ce que je retourne travailler là-bas ou pas? Il m'a dit oui, vous avez encore un truc à vivre là-bas. Le truc à vivre là-bas, je crois que c'est ce que je suis en train de faire ici. Donc je suis retournée à Bonne Vie. Bon, je suis retournée en mode acrésie paresseuse, clairement. Je faisais mon taf, je faisais ce qu'on me demandait de moi, je me prenais pas trop la tête et je m'épanouissais clairement en dehors. Jusqu'à la claque de Francky. Ben ouais, vous vous rappelez Francky du début? Moi, la claque de Francky, là, je me suis dit, mais en fait, c'est fini cette légèreté. Non, c'est fini de travailler comme ça, quoi. J'ai plus envie, ça n'a plus de sens. Et donc, merci Francky d'être intervenu à ce moment-là pour dire ce que tu avais à me dire. Alors, à la fin du colloque, là où il y avait Francky, il y a un gars qui a dit, il est grand temps qu'on passe d'une société qui donne les moyens et la liberté aux plus puissants en contrôlant les plus précaires, vers une société où on donne la liberté et les moyens aux plus précaires en contrôlant les plus puissants. Et ça, moi, j'aime bien cette phrase. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai aucune intention de me tourner les pouces. Hein. Ah bah non. Hein. Ah bah on n'a pas une limite à soi quand on est chercheuse de choses. Ah ouais? Chercheuse de choses. C'est quelqu'un qui cherche des trucs, quoi. Et le monde, il est rempli de choses à trouver, qui ne demandent qu'à être trouvées. Ben, plein de trucs, je sais pas, des plumes de colibri, des pépites d'or, des bouches écrasées, des vieux bouts de tissu. Plein de choses. Alors quand on cherche, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on trouve toujours quelque chose. Alors allons-y. Allons-y vite avant que d'autres ne trouvent les pépites d'or avant nous. Et oui, moi c'est à ça que j'ai envie de vous inviter ce soir. C'est d'oser chercher des choses, même si on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, mais d'oser essayer les choses. Et les essayer avec les personnes concernées, en écoutant aussi leurs désirs. Parce que si on les laisse faire là, avec leur politique classiste, non seulement je ne crois pas qu'on va sauver le climat, mais en plus, je pense qu'on va vraiment perdre beaucoup de choses. Christine Aventin, dans son livre Féministe Punk, elle dit ceci, elle dit qu'il faut arrêter d'être des alliés dans une lutte pour l'égalité des chances, dans un système qui est par nature inégalitaire. Mais qu'il faut qu'on devienne des complices, dont le but ultime est la ruine des privilèges, et les nôtres y compris. Ben, un allié, c'est quelqu'un qui, quand on n'a plus le choix, quand c'est trop tard, ben, il doit choisir un camp. Il doit choisir entre deux camps, et alors à ce moment-là, ben, on va choisir en fonction des bénéfices qu'on va y trouver. Mais devenir complice, c'est dès maintenant agir en fait. Et dès maintenant, oser se mettre en danger pour être avec les gens qui en ont besoin, parce qu'il y a des gens qui sont obligés de vivre dans l'illégalité. Oser se mettre soi-même en danger pour ça. Alors moi, aujourd'hui, j'ai plus envie de fuir. Fuir. J'ai plus envie de vivre une quelconque acrésie. Non.
Et selon Christophe Desjours, ben, la seule option, c'est la résistance. Et vous vous rappelez, il l'a dit aussi, la résistance tout seul, ça ne marche pas. La résistance, elle doit être collective pour que ça marche. Alors vous me voyez venir, hein? Je vous invite à rentrer en résistance avec moi. Ça veut dire oser prendre le temps, parfois même voler le temps, de regarder ce qu'on est en train de faire et de se poser la question de pourquoi on le fait. Pourquoi on travaille, pour qui on travaille. De se reposer les bonnes questions, collectivement. Et si on se rend compte qu'on est dans la mauvaise direction, mais oser s'arrêter, faire demi-tour, marcher à reculons, prendre un autre chemin. Oser s'avouer vaincu aussi. Oser voir qu'on a peut-être perdu une lutte, mais qu'on va en gagner d'autres. Et pour ça, ah ben, il faut oser tricher parfois. Ouais. Il faut oser parfois ne pas répondre aux cases. Mais si on le fait ensemble, ça va pouvoir le faire. Et puis, ouais, ça veut dire aussi, entrer en résistance, c'est aussi replonger dans son imaginaire pour oser penser le monde autrement. Oser penser le monde autrement. Et comme l'imagination est un mensonge qui crée de la vérité, eh ben, pensons ensemble, rêvons ensemble à la vérité qu'on souhaite, quoi. Alors moi, la vérité que je souhaite, c'est le patchwork. Moi, c'est ça dont j'ai envie de me rappeler pour toujours quand je travaille. La force du patchwork, la joie du patchwork, la puissance du patchwork, la puissance du collectif. Alors, ouais. Désolée Rachida, quand tu m'as dit ce que tu m'as dit à la sortie de la réunion, j'ai pas su quoi te répondre à ce moment-là. Avec le pas de côté que je me suis autorisée à faire là, en créant cette conférence gesticulée, mais aujourd'hui je comprends. Et bah, j'ai envie de te répondre. Non Rachida, quand on est pauvre, on n'est pas con. Le truc c'est qu'il y en a qui essayent de nous faire croire ça, pour avoir le pouvoir ou le garder. Mais quand on est pauvre, on n'est pas con. La connerie, c'est de croire que parce qu'on a des pompes en croco, on est plus intelligent que toi. On est plus intelligent que nous. Alors, montrons-leur tout ce qu'on peut faire ensemble. Mettons-nous ensemble et continuons à construire ensemble le patchwork. Et montrons-leur qu'on peut faire plein de choses ensemble. Alors, relevons nos chaussettes. Et ensemble, portons le cheval. 5 et 5 font 6, les pruniers pour moi font des cerises. J'aime que la vie virevolte autour de nous. 5 et 5 font 6, arrangeons les choses à notre guise. C'est plus gai comme ça, venez rire avec nous.